Pékin, forte de 22 millions d'habitants, est la capitale politique de la Chine. C'est cette ville qui a abrité du 31 juillet au 20 août 2018 un séminaire à l'intention des personnels seniors des médias de l'Afrique francophone. Ils sont 54 journalistes et techniciens provenant de 14 pays à prendre part à cette initiative de l'Institut de recherche et de formation de l'administration d'État de la radio et de la télévision de Chine. Une rencontre internationale qui aura permis aux délégués de mieux comprendre le panorama des médias chinois et de se pencher sur la perspective de coopération télévisée. On peut faire mieux connaître le développement médiatique chinois et aussi nous pouvons partager l'expérience du monde de management et les politiques de la technologie. En même temps, cette plateforme offre une opportunité de renforcer l'amitié et de promouvoir l'échange aux amis du monde. Cette politique d'ouverture de la Chine réjouit les professionnels des médias africains qui en trouvent un creuset de partage d'expériences en vue d'asseoir un réel développement dans leurs pays respectifs, l'option qu'accompagne la Chine. La Chine fait beaucoup pour nos pays et ma question qui reste sans réponse est de savoir comment est-ce qu'ils pourront s'arranger à lever la barrière de la langue afin de nous permettre d'évoluer correctement dans ce domaine. Le développement des médias est un pari que la Chine gagne progressivement grâce à la révolution technologique du pays. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers les nouveaux médias qui y ont aussi eu un succès fulgurant. Toutes les chaînes à câble sont mises en ligne et disposent d'un département entier qui gère ce volet numérique. C'est le cas de la télévision centrale de la Chine, CCTV, dont le site internet cctv.com dénommé CNTV, la télévision numérique de Chine, qui est une plateforme gérée par une structure entière avec une rédaction forte de 50 journalistes et plusieurs correspondants. Même politique à la télévision provinciale de Gansu, basée dans la ville de Lanzhou. IPTV on l'appelle, et c'est la régie des nouveaux médias ici. La perle de la soie, c'est le nom du site web. Il s'agit en effet d'un service de décodeur qui propose plusieurs chaînes. Les applications sont téléchargeables pour favoriser l'accès à ces chaînes via smartphone. La télévision de Gansu elle-même dispose d'un système de diffusion de 6 chaînes. 1500 employés y travaillent et la régie seule utilise 60 personnes qui se relaient. C'est un secteur de forte concentration où la coupure des signaux ne dépasse pas 3 secondes. Tous les services sont logés ici, dans cet immeuble de 19 étages. Comme à la télévision, les productions de la radio de Gansu sont aussi mises en ligne grâce à la convergence des médias qui est à la mode en Chine. Les émissions radio sont à la fois visuelles, donc diffusées sur Internet. La radio provinciale de Gansu a 7 fréquences de différentes thématiques avec 7 studios. Au total, 300 employés animent cette radio. Gansu dispose également d'un quotidien provincial. Ici, c'est le département des nouveaux médias de ce groupe qui compte au total 2000 journalistes avec 8 quotidiens de différentes thématiques. 6 millions d'abonnés pour le site et 500 pour le journal de téléphone mobile. Il s'agit d'un journal numérique qui publie 2 fois par jour et qui parvient au lecteur via le système SMS.
La Chine assure aujourd'hui sa présence médiatique à travers le monde. Avec ses 300 chaînes câblées et 12 chaînes numériques payantes, la télévision centrale de Chine CCTV a lancé depuis le 1er octobre 2004 une chaîne franco-espagnole. Naîtra ensuite le réseau mondial des télévisions de la Chine CGTN, diffusé en plusieurs langues étrangères. C'est cet organe qui oriente beaucoup plus ses productions sur l'Afrique. Tout d'abord, nous sommes une chaîne en français, c'est-à-dire c'est quelque chose de francophone. Dans le monde francophone, l'Afrique occupe la plus grande place. Donc c'est la plus importante continent dans le monde francophone. Donc pour nous, notre principal téléspectateur se trouve au continent africain. C'est pourquoi nous attachons une très grande importance à nos amis africains. Ils ont pour vocation de montrer un autre visage du continent autre que ce qui est souvent présenté. Ce développement médiatique de la Chine impressionne les professionnels africains. Les autorités chinoises ne badinent pas avec le financement des médias. Ne serait-ce que pour la chaîne de télévision, 120 millions de yuan sont dépensés pour permettre aux différents services de fonctionner normalement. Et pour ce qui concerne la radio, les autorités subventionnent la radio à hauteur de 80 millions de yuan. Donc ces chiffres démontrent aisément que les autorités chinoises veulent développer un nouveau type de médias, veulent développer les médias chinois sur le plan international. Mais au-delà de ce développement, les autorités chinoises veulent conquérir le monde médiatique international. À la fin de ce voyage dans l'univers médiatique chinois qui aura permis aux participants de prendre connaissance du niveau de développement de cet univers, Ismaël Soumano, le président directeur général du groupe de presse La Gazette du Golfe basé au Bénin, a rejoint l'équipe de ce groupe pour qu'ensemble opérer des meilleurs choix sur les dernières inventions de matériel audiovisuel. Des matériels de dernière génération ont été achetés ici à Beijing pour le compte de Golf TV Africa. Avec ce développement médiatique, la Chine vise à proposer au public international une fenêtre sur ce pays culturellement riche et doué d'une forte potentialité touristique. Située à une 60aine de kilomètres du centre-ville de Pékin, la Grande Muraille est l'un des symboles qui font la fierté de la Chine. C'est un patrimoine construit pendant 600 ans avant Jésus-Christ par plus de 10 millions de personnes. Outre les touristes qui y viennent, le gouvernement impose à chaque citoyen chinois de s'y rendre en signe de patriotisme et prouver son héroïsme puisque difficile à traverser. C'est un parcours de combattants, comme je le disais tantôt, pour tous les touristes qui viennent faire leur balade sur cette grande muraille, puisque vous avez constaté qu'il y a tellement d'escaliers à emprunter pour pouvoir arriver au sommet de cette grande muraille. Ça n'a pas été facile et comme le proverbe chinois le dit, nul n'est héros s'il n'a pu traverser cette grande muraille. C'est le proverbe populaire ici en Chine, qui prouve combien c'est difficile de pouvoir traverser cette muraille qui reçoit des milliers de touristes par an. Et je vous invite à écouter les impressions de quelques touristes que nous avons déjà rencontrés sur ce lieu. C'est très fatigant à parcourir. Je voudrais aller au temple de Dieu, mais c'est trop loin.
est trop fatigant. Je viens tout juste de monter, c'était assez difficile, surtout avec la chaleur qu'il fait, mais un très joli site, des paysages à couper le souffle et on a eu l'occasion de rencontrer des gens venus de plusieurs parties du monde, donc ça fait toujours plaisir. La cité interdite, elle est aussi l'un des sites qui contribuent énormément à l'économie du tourisme en Chine. Érigée en plein cœur de Beijing par l'empereur Zhuti entre 1406 et 1420, cette cité a servi à 24 empereurs chinois jusqu'en 1911. Elle est considérée comme l'un des grands palais au monde avec 9999 pièces contenues dans les 3 divisions de cette cité. La première division est l'administration impériale, dotée de plusieurs bureaux et le trône de l'empereur. Ici, on trouve également des salles de fête et autres manifestations, comme la célébration du Nouvel An chinois. Elle s'ouvre sur la cour privée de l'empereur. Nous sommes dans la deuxième cour impériale de cette cité, la deuxième partie de ce compartiment. C'est ici que l'empereur réside avec ses 3000 concubines et une impératrice. Ces femmes, une fois effectué leur entrée ici, sont interdites de ressortir puisque c'est une prison dorée, comme on l'appelle d'ailleurs ici. Et le recrutement de ces femmes se fait chaque 3 ans. Les femmes ayant déjà à partir de 16 ans sont recrutées pour l'empereur. Il faut rappeler que cette cité vaste de 72 hectares est interdite aussi de toute visite. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle cité interdite. Bien qu'elle garde ce nom, la cité n'est plus interdite aux visiteurs, mais plutôt devenue un des sites les plus touristiques de la Chine. Au moins 80 000 touristes viennent ici par jour pour se rendre compte de l'histoire de ce musée. C'est notre dernier jour à Pékin en fait et on finit ce séjour par la visite de la cité interdite. Donc on est très content de la visiter. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment très intéressant de parcourir ces palais. Les palais de l'empereur, de l'impératrice et de découvrir sa vie. C'est particulièrement intéressant et riche en culture. À cela s'ajoute le centre cinématographique de Pékin, un centre dont l'architecture représente Beijing antique dans toute sa plénitude. Ici, plusieurs films sont tournés. En Chine, nous avons les types tout à fait différents. Nous avons les films historiques et le film documentaire et encore le film fantastique. 160 000 mètres carrés, c'est la superficie de ce centre cinématographique de Beijing, un centre dont la construction est lancée depuis 2005, 3 ans après en 2008, donc les activités ont été déjà lancées. Aujourd'hui, plus de 970 films sortent d'ici par an et le décor est purement traditionnel. Les tournages se font à l'extérieur qu'à l'intérieur des studios. Au total, on compte 16 studios de différentes natures. Des studios dont les décors sont différemment conçus.
Nous sommes ici dans l'un des studios de ce centre cinématographique, l'un des studios les plus petits de ce centre, 800 mètres carrés, c'est la superficie de ce studio. Vous voyez le décor qui donne l'impression d'être dans une brousse montagneuse, ce que d'ailleurs nous avons l'habitude de suivre dans les films et qui nous donne l'impression de vivre dans une brousse bien montagneuse avec des hauts risques. Aujourd'hui, avec la technologie, les cinéastes arrivent à transformer ces endroits en un magnifique site. Grâce à la technologie, nous pouvons faire presque toutes sortes de films ici. Grâce à la technologie numérique, on peut faire la post-production dans notre base. Ici, c'est le quartier des films nord-africains, c'est pourquoi l'architecture est érigée conformément aux aspects inhérents à cette partie du continent noir. En ma qualité de technicien audiovisuel, je suis vraiment émerveillé par ce que j'ai vu ici. Je sais que réaliser un décor, ça coûte excessivement cher. Et ici, on a tout ce qu'il faut pour faire du cinéma. Je dis du cinéma. Le cinéma pose beaucoup de conditions. Et pour réaliser un bon film, il faut un beau décor, un décor accessible, un décor visible, un décor présentable. Et il y a tout ça ici. Le musée de la province de Gansu se trouve à Lanzhou, sur la rive du fleuve Jaune. Bâti sur une superficie de 18 000 m², il est compté parmi les plus grands et les plus complets des musées de Chine. Nombreux sont les objets historiques qui le rendent célèbre. Parmi ces objets, des collections de fossiles et des sculptures. Chaque année, plus de 10 millions de Chinois et étrangers visitent ce musée. Fondé en 1939 sous le nom de Centre d'éducation scientifique de Gansu, le musée fut renommé Musée de la science du Nord-Ouest en 1950. En 1956, il fut baptisé Musée provincial de Gansu après 3 ans de travaux de rénovation par les soviétiques. Aujourd'hui, une partie est réservée aux ressources naturelles et une autre aux reliques historiques. Tous les objets qui s'y trouvent retracent toute l'histoire de la Chine. Par ailleurs, les délégués des 14 pays de l'Afrique francophone qui ont pris part à cette rencontre de Beijing ont découvert ce que c'est réellement la Chine.
La Chine sous nos yeux, suivez mon regard. La Chine, c'est l'histoire dans les musées. La Chine, c'est la grande muraille qu'on peut voir de la Lune. La Chine, c'est la gastronomie qu'on déguste d'abord avec les yeux. Et puis après, il y a le goût, salé sucré, qui détonne plus d'un. Mais à la fin, on se sent bien. C'est ça la Chine sous nos yeux. On se demande pourquoi la Chine évolue comme ça. D'un côté, c'est les technologies, la course, mais de l'autre côté, c'est la place de la culture. En fait, c'est ça. Moitié technologie et moitié culture. La Chine sous mes yeux, c'est quoi? Premièrement, c'est la verdure. Ici, tout est vert. Cette beauté mérite d'être mentionnée. Pourquoi? Parce que chez nous, à Madagascar, les médias internationaux ont toujours l'habitude de véhiculer la Chine industrialisée à outrance, la Chine avec ses grandes infrastructures, la pollution. Mais il ne faut pas oublier que la Chine a déjà fait et effectué beaucoup d'efforts, notamment en matière de reboisement. Comme nous voyons ici, il y a cette pépinière. Il y en a beaucoup comme ça ici en Chine, des milliers et des milliers. Ces jeunes plantes arrivées à maturité seront transplantées partout dans la capitale et suivre l'urbanisation. Et cela pour assurer la protection de l'environnement, bien sûr, mais pour donner aussi une beauté magique. Et c'est surtout qui m'a le plus impressionné une fois arrivé en Chine. Le constat est évident, la Chine s'est résolument orientée vers la défense et la protection de son environnement. Tous les espaces vides sont occupés aujourd'hui par soit des arbres, soit par des plantations florales. C'est un choix qui peut s'avérer payant parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle de l'effet de serre ou du réchauffement, avec la destruction de la couche d'ozone, il est plus que jamais nécessaire que l'humanité prenne des mesures drastiques par rapport à ça. La Chine a opté pour cela. Il est connu que scientifiquement, les arbres absorbent le gaz carbonique pendant le jour et l'oxygène pendant la nuit. Ce qui fait que pendant le jour, cette végétation luxuriante que vous percevez derrière moi, naturellement va absorber tous ces gaz dégagés par les êtres humains, par les voitures, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons constaté, on peut dire sans se tromper que le choix de la Chine, ça va être payant.